Avant d'aborder les relations violentes au sein du couple au Moyen Âge, j'aimerais vous parler de la violence en général. Oui, la société médiévale est plus violente que la nôtre. Malgré tout cela, la violence reste contrôlée. Si cette dernière entraîne des séquelles ou pire, la mort, alors vous risquez des poursuites judiciaires et les peines appliquées sont exemplaires. Les petits contes de la grotte aux champs. Alors, la violence intraconjugale au Moyen Âge n'est acceptée que dans un sens, l'homme vis-à-vis de la femme. En effet, la femme, éternelle mineure, passe de la responsabilité de son père à la responsabilité de son mari. Les mâles ont pour devoir de veiller à l'honorabilité de leur famille et doivent faire le nécessaire pour que le démon qui veille en chaque femme reste bien terré. Cependant, des limites sont imposées aux hommes dans leurs coups. Et ce ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Ainsi, au sud de l'Europe, il est possible de se réchauffer les pieds dans le sang de sa femme. Alors qu'au nord de l'Europe, c'est interdit de faire couler le sang, à moins que cette dernière ait attenté à l'honneur de votre famille. Et alors, là, vous avez le droit de la buter. Un féminicide légal? Un uxoricide. Et juste, petite parenthèse. En Espagne, un cerf qui n'aurait pas bien surveillé sa femme, en plus d'être cocu, peut bénéficier d'un double effet qui se coule et être condamné à payer la cugucia, la taxe des cocus. Mais enfin, gare à vous, lorsque vous tuez votre femme, vous avez intérêt à avoir les preuves de ce que vous avancez. Et les aveux de votre femme pendant que vous la battez ne suffiront pas. De plus, tous les péchés féminins ne suffisent pas à le justifier. Qu'elle ait maté le beau voisin ne vous y autorisera pas. Mais laissez-moi vous conter une histoire. Il était une fois une femme battue qui a eu l'idée sublime et géniale de faire semblant d'être morte. Bon, l'histoire originale dit qu'elle était rusée et malfaisante. Et à titre personnel, je pense qu'elle a juste perdu conscience. Mais passons. Le mari est persuadé qu'il vient de tuer sa femme. Et il est pris de panique. En effet, la faute de sa femme ne justifiait pas un uxoricide. Et il a peur d'être pendu. Les voisins, ameutés par le bruit, lui conseillent de fuir. L'homme part sur le champ et trouve bien vite refuge dans une église. Bon, l'histoire ne dit pas quelle fut la réaction des voisins lorsqu'elle se réveilla. Mais il est à ne point douter que le mari averti, revenu auprès de sa femme, pour le meilleur et pour le pire. Et en fait, notre mari a raison de s'inquiéter, car les hommes sont réellement poursuivis lorsqu'ils tuent leur femme, ainsi que le prouve une lettre de rémission. Alors, une lettre de rémission est un courrier écrit par un coupable à l'autorité judiciaire. Ce courrier qui reconnaît les faits a pour but de demander pardon et promet de ne jamais en recommencer. Dans ce courrier, un écuyer de Vavois en Poitou, je n'ai pas son nom, s'explique sur le meurtre accidentel de sa femme, Jeanne de la Touche. Donc le mari s'appelle pareil? Non, les femmes gardent leur nom. Ils ont eu 8 enfants. Et alors que le père s'apprête à châtier l'un de ses fils pour une bêtise quelconque, Jeanne tente de s'interposer et son mari lui plante un couteau accidentellement. Attends, il voulait corriger son fils à l'aide d'un couteau? Mais maintenant que je vous ai exposé ce point, je ne voudrais pas non plus laisser croire que cette violence est légitime ou considérée comme telle. Nous avons des exemples de récits et de satires qui dit qu'un homme qui bat sa femme a toutes les chances d'être cocu. Ou encore le témoignage d'un Poitevin qui est allé dire à son voisin qu'il a tort de battre sa femme.
Donc, le rapport à la violence conjugale n'est pas considéré comme normal partout, loin de là. De plus, si au Moyen-Âge, la femme est clairement en dessous de l'homme, comme l'explique Gratien dans la première moitié du XIIe siècle, la supériorité de l'homme sur la femme est évidente, l'argumentation est simple, l'homme plus doué intellectuellement doit normalement dominer. Il est le roi de la création, alors que la femme est née de l'homme, pour l'homme. Et selon Odon de Cluny, c'est encore plus simple. Le beau corps de la femme ne renferme que pourriture. Mais, parce qu'il y a un mais, au IXe siècle, Hincmar, archevêque de Reims, signale que les maris obligent fréquemment leurs femmes à supporter des concubines et qu'ils les contraignent à de faux témoignages afin de pouvoir interrompre les relations conjugales. Et cela lorsque tout se passe bien. Il témoigne aussi, toujours pour s'en offusquer, que certains font mener leurs épouses à l'abattoir pour qu'elles soient égorgées par un cuisinier. D'autres accomplissent eux-mêmes leur forfait. Beaucoup sans preuve accusent leur femme d'adultère et la tuent car ils veulent se remarier ou prendre concubine. Alors, j'ai déjà raconté l'histoire de Guillaume II Talva de Bellême et sa première femme. Ah mais en fait, ce n'était pas exceptionnel. Je me sens lésé. Et je vais te donner un exemple que l'on trouve dans les miracles de Sainte-Foy de Conques. Un certain Bertulphe, fils du châtelain de Guittel, a épousé Godeliève. L'accueil de Godeliève par ses beaux-parents est assez froid, et elle subit de mauvais traitements. La jeune fille finit par décider de retourner chez ses parents, et ses parents portent plainte. L'affaire est prise au sérieux. Elle est jugée par l'évêque de Tournai. Évêque qui commence, comme il est de coutume, est obligatoire, par une conciliation, sans succès. Mais l'affaire n'ira pas plus loin, car en 1070, Bertulphe suit les conseils de ses parents. Il soudoie 2 serviteurs qui étranglent la jeune fille. L'objectif est qu'il puisse se remarier avec quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai que l'inverse existe aussi, c'est-à-dire que des femmes tuent leur mari. C'est le cas de Marie de Montauban. C'est ma première vidéo, merci d'être indulgent. Ou de Péné de Vermandois, qui sera condamné à la réclusion à perpétuité au cimetière des Innocents en 1486. Et à la fin du Moyen-Âge, suite à toutes ces remontées de ces évêques, de ces clercs, à tous ces témoignages, le clergé va condamner clairement le meurtre de sa femme. Il sera interdit. Et les violences conjugales n'ont pas bonne presse. D'accord, Robinson, certains maris tuent leur femme pour se remarier. Mais c'est quoi l'utilité de la battre? Et pourquoi le font-ils? Pour comprendre cela, il faut remonter aux racines de la violence. La violence est souvent une réaction de colère dans une situation où on se sent lésé. Dans ce cadre, la violence permet de rétablir un pouvoir. Pour te donner un exemple moderne, lorsqu'une infraction, un délit ou un crime est commis, c'est l'autorité de l'État qui est lésée. Elle se doit donc de rétablir son pouvoir et là, 2 solutions. Soit le suspect suit gentiment les policiers, soit la police fait preuve d'une certaine violence pour l'interpeller. Et c'est une violence légitime. Et même si l'auteur de la violence n'est pas toujours légitime, quoi qu'il en soit, la violence au Moyen-Âge reste un moyen d'établir un pouvoir, fût-il arbitraire et malsain. Et la capacité des femmes mariées à des hommes violents de s'en sortir dépendra d'une part de ses ressources psychologiques et d'autre part de l'aide extérieure qu'elle pourrait recevoir. Pour cela, je vais vous donner 2 exemples. Agnès de Ponthieu est brutalisée et enfermée dans une tour longtemps par son époux Robert de Bellême. Elle finit par s'enfuir secrètement et ne retournera jamais auprès de son mari.
Et cela pour plusieurs raisons. 1. Elle bénéficie d'aide pour s'enfuir. 2. Elle bénéficie de soutien qui ne l'oblige pas à retourner auprès du dit mari. 3. Le mari va mal finir. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo. Maintenant, prenons un exemple inverse. Brunissant de Périgord. Elle est mariée à Jean l'archevêque de Parthenay. Alors, ce sont deux énormes familles. Et l'histoire se déroule à cheval entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle. Alors, Périgord, on a compris l'étendue de son territoire. Mais en quoi Parthenay est une immense famille? Eh ben, c'est une branche cadette des Lusignan. Ils sont liés au roi de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, Jean II, l'archevêque de Parthenay, est un grand malade avide de pouvoir. Il fait mettre sa femme à genoux et l'oblige à embrasser le sol où il marche. Mais Brunissant ne dispose que peu de soutien familial et à la mort de son père, sa situation se dégrade. Elle va avoir d'autant moins de soutien que Jean II, ayant trahi Charles VI, puis Charles VII, au profit de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. dans le cadre de la guerre de Cent Ans. Eh bien, ses tuteurs royaux n'auront que faire d'elle. Et le duc de Bourgogne ne va pas aider la femme de son nouvel allié. En conséquence, elle est isolée. Mais elle arrivera tout de même à s'enfuir et elle trouvera refuge chez la reine de Sicile, qui la rendra son mari. Là, il l'enfermera au château de Vouvant et l'histoire dit qu'il édicte que nul n'y entre pour faire le guet ou quelque autre raison s'il n'a pas 40 ans. Et parce qu'il nourrit de mauvais soupçons, sans fondement à son égard, il appuie son épée sur elle en lui disant qu'il la tuera. Donc cela appuie l'idée que les femmes sont battues depuis la nuit des temps parce qu'elles sont femmes. Oui, mais il faut aller voir un peu plus loin. Nous disposons de nombreux témoignages de femmes qui battaient leurs servantes, car trop mignonnes. Tellement mignonnes qu'elles seraient de nature à séduire le mari. Il était d'ailleurs conseillé de choisir des servantes plutôt moches, et dans cette société médiévale, imposer son pouvoir par la violence à quelqu'un qui est considéré comme en dessous et coutumier. Mais je dis bien à quelqu'un qui est en dessous, car nous disposons également d'un témoignage sur ce jeune homme qui frappe son amie et la traîne par les cheveux comme si elle était une chambrière. Or, ce qui nous marque aujourd'hui, c'est la violence masculine sur la femme. Mais à l'époque, ce qui les choque, c'est qu'un homme soit violent avec une personne de plus haute naissance que lui. Car au Moyen Âge, ce qui prime avant le sexe, c'est la catégorie sociale. Ainsi, un paysan n'arrivera jamais à la cheville d'une bourgeoise, un bourgeois à la cheville d'une noble, etc. C'est moins une violence sexuée qu'une violence sociétale. Or, si nous comparons à la situation d'aujourd'hui, une femme sur 10 subira des violences conjugales. Le chiffre est d'une stabilité affligeante. La violence au sein du couple s'installe selon un schéma assez simple. Après les premiers émois, monsieur fait comprendre à madame que ce n'est qu'une moins que rien, tout en la coupant de tout son entourage. Or, comme on l'a vu, une femme s'en sort en fonction des soutiens qu'elle reçoit. Et les familles sont de plus en plus éloignées. Et si l'État aide les associations, il donne 30 € par nuit pour un sans-abri, 40 € pour un demandeur d'asile et seulement 10 € pour une femme battue. Et les associations, finalement, se sentent bien démunies. Certaines créent quelques places et fondent les budgets pour pouvoir accueillir ces femmes battues, ou d'autres leur demandent de passer 3 jours dans la rue pour les prendre en charge comme si elles étaient des sans-abri. Vive la France! Enfin si, j'aime mon pays, mais je ne suis pas obligée de soutenir l'ensemble des choix politiques de ce dernier.
Par ailleurs, elles reçoivent rarement de soutien du voisinage, ces mêmes femmes. Car soit ils considèrent que cela ne les regarde pas, soit qu'en signalant à la police, la main courante n'est pas prise car la personne n'est pas concernée. De plus, l'accueil des victimes est souvent assez violent. C'est vrai que des formations de la police ont été mises en place, et si elles pouvaient être plus massives, ce serait mieux. Quant à la formation du corps médical, elle est quasiment inexistante. Alors, si on compare au Moyen Âge, la violence intraconjugale existe toujours, mais les femmes disposent de moins de ressources pour s'en sortir. Maintenant, dans la violence faite aux femmes, parce que femmes, est-ce que le statut social joue un rôle ? Alors, on va retirer du sujet les femmes avec une énorme visibilité médiatique. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme ayant l'argent de se payer une femme de ménage préférera choisir une moche pour ne pas prendre le risque qu'elle puisse plaire au mari ? Certainement, mais elle ne se permettra pas de la frapper. Elle se contentera de la renvoyer. En revanche, est-ce qu'aujourd'hui, un mec qui tient les murs s'abstiendra de siffler une femme parce que c'est une bourgeoise blanche ? Je ne crois pas. En conséquence, ce qui nous différencie du Moyen Âge, c'est qu'aujourd'hui la différence de statut social est moins discriminant que le sexe. D'ailleurs, contrairement à un imaginaire collectif, les violences intraconjugales, c'est comme la connerie. Chaque couche de la société a sa part. Ce qui va être surtout discriminant, c'est le métier choisi par l'homme. Comme les pédophiles vont choisir un travail avec des enfants, l'homme qui bat sa femme va choisir un travail où il exerce un pouvoir. Policiers, médecins, hommes politiques, mais aussi vigiles, contrôleurs RATP, il y en a pour toutes les classes sociales. Mais tout cela pour dire quoi ? Eh bien, il faut faire extrêmement attention avec l'histoire, à prendre des anecdotes ça et là, car parfois on oublie le message important de l'histoire. L'histoire n'est pas là pour justifier nos combats d'aujourd'hui. Vous ne voulez plus que 10% des femmes soient un jour victimes de violences intraconjugales ? Vous avez raison. Vous n'avez pas besoin de remonter à la nuit des temps. Vous vous demandez pourquoi les violences conjugales sont les violences qui diminuent le moins vite ? Eh bien, en raison de la loi de Vercoe. Car les personnes violentes sont souvent des enfants qui ont grandi dans des environnements violents et qui reproduisent par mimétisme. Donc il ne suffit pas d'enlever un enfant d'une famille violente, d'enlever une femme d'un foyer violent. Il faut aussi les aider à se réparer, parce que sinon, ils vont reproduire la même chose. La femme va retourner avec un mari violent et l'enfant va soit devenir la victime parfaite, soit devenir lui-même un mari violent. Alors non, l'histoire n'est pas là pour justifier votre combat. Non, l'histoire est là pour nous informer des possibles. Et qu'est-ce que nous dit le Moyen Âge ? Que la possibilité de divorcer évite les uxoricides. Que ce qui fragilise particulièrement les femmes aujourd'hui, c'est l'absence d'un soutien social et familial. Que le clergé, une institution particulièrement misogyne et moralisatrice, a malgré tout été une aide pour ces femmes. Et c'est ces hommes qui ont fait bouger cette institution. D'ailleurs, cela me fait penser au discours de Simone Veil. Ce sont bien des hommes qui ont voté la loi pour l'avortement. Et surtout, que les femmes étaient bien plus considérées à cette époque qu'après. Il faut donc veiller à ce que la liberté des femmes ne recule pas et exiger des institutions qu'elles se dotent des moyens pour réellement aider ces femmes. Pas 10 € par nuit, avec des policiers qui n'ont pas le droit d'aider ces femmes à récupérer leurs affaires, et trop peu de docteurs spécialistes de la question pour les prendre en charge, pour éviter les reproductions des schémas. Non, aider les femmes battues n'est pas une dépense sociale, c'est un investissement sur l'avenir. Et je pense qu'il est plus intéressant de tirer ces leçons-là de l'histoire que ces litanies de pleurnicheries sur la condition féminine
depuis Mathusalem. Alors, je vous en prie, arrêtons de taper sur l'histoire avec le même mépris qu'un mari violent, parce que si vous apprenez à la respecter, vous verrez, elle deviendra une compagne de vie formidable.